Series. Bonjour à tous, c'est un privilège pour moi d'accueillir Todd Kessler, qui est un des créateurs de Bloodline que vous venez de voir. Merci d'être ici avec nous. Merci d'être venu, c'était un grand plaisir. Et maintenant qu'on a fait les introductions, je voudrais vous demander de parler de votre travail. Je suis un énorme fan de tout ce que vous avez fait. Et vous avez fait surtout un travail tellement novateur. Et on pourrait peut-être commencer par les œuvres les plus récentes comme Bloodline. Est-ce que vous pourriez parler des origines de ce projet? D'abord, merci d'être venu assister à cette séance. Et si ceux qui n'ont pas vu Bloodline, c'est le 12e épisode, donc il est clair qu'il se passe beaucoup de choses dans cet épisode. Je suis tout à fait disposé à clarifier parce qu'on voit un frère qui vient de tuer un autre frère. Je suis navré de vous avoir gâché la surprise, mais peut-être que ça piquera votre curiosité pour savoir comment ils en sont arrivés là. Donc c'est le 12e épisode et il y en a un dernier, un 13e qui qui marque la fin et surtout le lien avec la deuxième saison. Alors j'ai créé ce programme avec mon frère. Nous sommes tous les deux vivants. Mon frère Glenn est notre ami de plus de 25 ans et partenaire créatif Daniel Zellman. Et nous avons commencé Bloodline parce qu'on voulait faire quelque chose sur la famille. Nos familles sont structurées de manière similaire. Nous sommes 3 frères dans les 2 familles. Je suis le plus jeune et nos parents tous ont été mariés plus de 50 ans. Il est clair que je connais mon frère depuis toute ma vie parce qu'il est plus âgé que moi, mais en parlant avec Daniel, on a compris qu'on parlait beaucoup de famille. Il y avait une autre série qui s'appelait Damages, qui concernait nos activités professionnelles. Et il y avait Glenn Close et Rose Byrne qui jouaient des avocats. Et nous ne sommes pas avocat, mais c'est la loi qui a servi pour parler d'une relation de mentor qui est mégalomane. Et dans ces séries, pendant qu'on préparait, quand on travaillait sur la série Damages, on a moins parlé de famille que ce qu'on aurait aimé. Et après la 5e saison de Damages, nous nous sommes retrouvés et avons estimé que nous voulions parler de la famille. Et c'est comme ça que Bloodline est né. Est-ce que je peux vous demander comment vous avez démarré dans cette relation avec Netflix? Ceci est une autre nouveauté. Comment est-ce que ça s'est passé? Quand Damages a fini, nous avons parlé environ 10 mois pour essayer de préparer l'univers de Bloodline, pour raconter une histoire de famille qui n'avait rien de sentimental et qu'on n'avait jamais vu. Et à beaucoup de points de vue, on a essayé de saisir l'essence de ce qu'est une famille, où on est piégé par des rôles en tant que membre de la famille. Vous êtes le plus jeune fils comme moi, ou le deuxième, ou l'aîné. Et c'est ce qui nous intéressait aux États-Unis.
Si un scénariste a une idée, et moi et Daniel, on habite à New York, mon frère Glenn habite à Los Angeles, et l'industrie est basée surtout à Los Angeles. Quand nous avons estimé que nous étions d'accord sur la nature de la série, nous sommes allés à Los Angeles on a rencontré les chaînes. Je crois qu'on a rencontré 8 ou 9 différentes chaînes et Netflix en faisait partie pour la première fois. On avait rencontré Showtime, FX, HBO et AMC. Et quand nous avons rencontré les gens de Netflix, ce qui en est sorti, ou plutôt, si on revient un peu en arrière, tous les 9 chaînes avec qui on a parlé voulaient cette série. On s'est dit qu'on avait sans doute fait quelque chose de bien puisque tout le monde en voulait, mais c'était peut-être le contraire aussi. Et Netflix était très enthousiaste et nous n'avions qu'un pitch à l'époque et Netflix dit on adore cette série, on aimait beaucoup Damages qui marchait très bien sur Netflix. Ils ont eu les 5 saisons et ils nous ont offert une saison de 13 épisodes. Cela nous a également rendu très nerveux parce qu'en fait, ça ressemble un peu plus à ces commissions directes à la série. Parce que c'était une des premières fois qu'on utilisait cela, parce que le processus normal quand on fait une série, c'est qu'on prépare un scénario qui est approuvé et on fait un pilote et la chaîne fait ce qu'ils veulent pour décider s'ils veulent commander la série ou les 12 épisodes et donc il faut du temps et en tant que créateur, entre-temps, on arrive à réfléchir à l'intrigue et au casting et cela nous donne une période d'incubation plus importante. Quand Netflix a commandé la première saison sur la base du pitch et on veut le sortir l'année prochaine, cela ne nous a pas laissé beaucoup de temps, en tout cas moins que ce qu'on aurait préféré. Mais comme ça se passe souvent aux États-Unis, on fait le boulot. On sacrifie sa vie et on a une série. C'est intéressant ce que vous avez dit à propos de ces commissions, ces commandes directement à la série. Et c'est ce que se passe au Royaume-Uni pour moi. Et Todd, comme vous avez parlé du processus de passer au développement à la production, c'est quelque chose qui se fait tout de suite et il faut écrire et puis tourner les épisodes. Je devrais commencer en disant que je suppose qu'avec Damages, vous avez fait un pilote ou est-ce que c'était directement une série? Pour Damages, nous avons fait un pilote à l'époque sur FX qui a également fait des séries The Shield, Nip Tuck et Rescue Me, c'est ce qui les a rendus célèbres. Maintenant, ils ont d'autres séries, American Horror Story, The Americans, et il y en a d'autres que j'oublie qui sont très connus, mais à l'époque, FX faisait un pilote et c'était Damages et nous avons eu l'expérience étonnante de recevoir un appel de John Landgraf qui était à la tête de FX qui est un gestionnaire très talentueux. Il a dit j'aime vraiment beaucoup le pilote Damages, j'ai une bonne nouvelle mais j'ai une mauvaise nouvelle parce que vous devez paniquer parce que je veux faire le diffuser en juillet et c'était en mars qu'il appelait. Alors, il nous a dit qu'il aimait 12 semaines entre l'appel et le démarrage de la production et là, il nous donnait 5 semaines et demie et ça a lancé la série d'une manière très chaotique et complètement folle, ce qui explique le caractère de la première saison.
Et on a paniqué dès le début, mais on a d'abord fait un pilote. Donc, le pilote pour cette série était terminé en février, je crois, et on nous a téléphoné un mois plus tard. Donc, on avait un mois pour y réfléchir. De votre point de vue, est-ce que vous diriez que la sécurité, la confiance que vous pouvez avoir de ce une série directement, est-ce que c'est ce que vous préférez ou est-ce que dans un monde idéal, vous préférez un pilote? Évidemment, vous voulez avoir cette série, mais qu'est-ce que vous préférez? Avoir un pilote qui vous donne un peu de temps à réfléchir ou directement la commande? Mon frère, Danny et moi, ce que nous voulons, c'est faire des choses qui n'ont jamais été faites avant et en nous donnant, et je pense que c'est toujours mieux d'avoir un peu plus de temps pour réfléchir. Si on avait su que on aurait une commande pour la série tout de suite sans pilote, et quand la chaîne commande une série après un pilote, ça peut être jusqu'à un an, mais en général, c'est plus rapide. Et nous devons beaucoup réfléchir à l'univers que nous créons pour Bloodline. C'est complètement différent de tout drame familial qu'on ait pu voir. Et quand il faut comprendre les forces des acteurs, nous travaillons en équipe vraiment très bien. Comprendre que ce que nous écrivons pour Kyle Chandler, Ben Mendelsohn au début, jusqu'à ce que nous commencions à travailler avec eux pour voir comment ça fonctionne, pour personnaliser le rôle, faire qu'il leur convienne à eux, prend du temps. Et nous sommes en quelque sorte les élèves de nos acteurs pour trouver le ton pour que ça n'ait rien de sentimental. L'épisode que vous avez vu n'est pas particulièrement sentimental, vous en conviendrez, mais nous essayons vraiment de faire tout notre possible pour créer quelque chose qui n'a jamais été vu. Et je réagis à ce que vous venez de dire sur votre relation de collaboration avec les acteurs. Je pense que une des choses que j'ai appréciées dans mon showrunning, c'est cet accès direct aux acteurs. Vous pouvez parler des personnages d'une manière qui est unique pour le producteur auteur. Et je voulais vous demander comment ça fonctionne puisque vous faites partie d'un triumvirat finalement. On travaille ensemble depuis très longtemps et nous avons des raccourcis. C'est un défi dans un sens parce que nous sommes trois patrons et typiquement on vote sur des décisions, donc c'est plus facile que s'il y en a deux parce que en général c'est toujours 2 contre 1, mais chacun de nous met tout faire, que ce soit l'écriture, le montage, la réalisation, travailler avec les costumes, les décors, la musique, et donc c'est bénéfique d'être 3 parce qu'étant donné la vitesse à laquelle on veut travailler, nous sommes obligés de travailler, il y a trop de travail pour une seule personne. Éric Rochon, plus tôt dans la journée, disait qu'en France, au moins, la journée de tournage est de 8 heures, avec un peu de temps pour mettre les choses en place avant et déplacer les camions, comme on dit, après. Mais pour nous, on tourne entre 14 et 17 heures par jour et qu'on nous demande d'être présents sur le tournage, d'écrire, de téléphoner et tout le travail. Il y a beaucoup trop de travail pour une seule personne dans le système américain. Alors que beaucoup de séries ont un seul showrunner, producteur,
je dirais que 100% du temps, ce showrunner a un bras droit et un bras gauche et encore une troisième main qui l'aide dans ses responsabilités. Mais de notre point de vue, chaque étape est la plus importante et dans l'écriture, quand on commence par le scénario ou même déjà la conception du programme, puis l'écriture du scénario, être sur le tournage est important. Le montage est évidemment très important puisque c'est l'étape finale de cette narration et nous passons beaucoup d'heures ensemble. Nous n'écrivons pas ensemble. Nous ne nous surveillons pas l'un l'autre en disant il faut changer ce mot-là, mais nous échangeons notre travail et c'est un processus très organique qui, pour Damages ou Bloodline, ce n'est pas la création d'une seule personne. C'est toujours le résultat du travail de tous les trois. Et le storyline, est-ce que vous le faites ensemble ou est-ce que vous faites ça chacun dans son coin avant de vous retrouver? Dans ce processus, nous travaillons ensemble depuis une dizaine d'années et ça passe de l'un à l'autre. En général, on finit par en Skype ou en téléconférence, on discute des intrigues et nous commençons par les points forts de tel événement et dans l'épisode 2, un autre en 4, il y a un processus qui se développe dans épisodes 6 et 9 et nous avons des scénaristes qui font du brainstorming pour voir comment faire le lien entre ces différents événements. Et c'est un processus très fluide et surtout avec Netflix, ce qui était passionnant, c'était d'aborder la saison de 13 épisodes comme si c'était un film de 13 heures. Et les statistiques que nous avons eues de FX quand on a fait Damages pour eux, c'est quand on nous a dit que le spectateur moyen de Damages est en 2007, ça peut avoir évolué, que le spectateur moyen, même s'il aimait la série, ne regardait que 4 épisodes sur les 13 et c'était pas toujours les 4 épisodes à la suite. S'ils aiment le programme, comment est-ce qu'ils peuvent faire en regardant 4 épisodes sur 13 qui sont pas dans une série? Ça paraît assez difficile et donc on n'a pas tenu compte et on a écrit notre série. Mais sachant que nous produisions la série pour Netflix, on a abordé ça comme un film, un long métrage de 13 heures. On a divisé ces 13 épisodes en 3 actes et les 4 premiers épisodes étaient le premier acte de ce thriller et 5 à 9 c'était le deuxième acte et 10 à 13 c'était le troisième acte. C'est la structure de la majorité des films et nous avons pensé que ce qui intéressait les spectateurs, c'était de regarder plusieurs épisodes à la fois. Et pour Netflix, ce qui est bien, c'est que si quelqu'un aime la série, ils ont la possibilité de regarder tous les épisodes. S'ils ne regardent pas une fois par semaine et enregistrent. Et donc, s'ils ont commencé à regarder la série et qu'ils sont partis en vacances, ils peuvent reprendre. Ils ne se trouvent pas dans les situations d'avoir manqué un ou plusieurs épisodes. Et donc, il n'est pas nécessaire de revenir sur l'intrigue. Il y a de très petits détails sur lesquels on peut revenir 4 épisodes plus tard, sachant que les spectateurs auraient vu tous les épisodes et reconnaître ce trait de caractère. Donc, ils pouvaient se trouver dans une situation où ils avaient vu l'épisode 2 la veille d'avoir vu l'épisode. C'est comme dans un film, on n'a pas besoin de récapituler ce qui a été fait. Et je peux vous dire que Bloodline est très prenant et
l'attention du spectateur est récompensée. C'est vraiment un travail remarquable. Et comme vous l'avez dit, vous saviez que le public allait regarder d'une manière particulière et différente de la plupart des séries. Je voulais vous demander par rapport à ça, comment vous fonctionnez à la production. Est-ce que vous filmez, vous tournez chaque épisode en entier ou est-ce que vous filmer plusieurs épisodes en même temps pour pouvoir revenir sur certains détails. Aux États-Unis, ce sont les syndicats qui déterminent tout. Il y a une guilde des réalisateurs qui est sans doute le plus puissant des trois syndicats et cette guilde des réalisateurs a des règles sur le fait que les réalisateurs travaillent sur ce qui concerne l'épisode qu'ils réalisent. Et donc, on a l'œuvre unique et la série. Et si on n'a pas vu les épisodes dans le bon ordre, on peut ne pas suivre l'intrigue, mais il y a également les séries où chaque épisode est indépendant et on n'a pas besoin de les regarder dans le bon ordre. Et nous devons être très stricts pour être certains que le réalisateur de l'épisode 3, par exemple, ne peut pas lui dire on va mettre quelque chose de l'épisode 8 dans le troisième, sachant que dans le troisième épisode, il va se passer quelque chose de particulier. Pendant le montage, par exemple, on se rend compte qu'il faut en ajouter un peu plus et donc il faut rappeler le réalisateur, même si 4 mois plus tard, on lui demande de revenir. On a tourné dans des décors naturels dans les quais de Floride, les Keys de Floride. Et donc, il faut demander l'autorisation de la Guilde des réalisateurs pour faire revenir le réalisateur de cet épisode particulier. Mais nous n'avons pas tous les scénarios écrits à l'avance, qui est un avantage parce qu'on peut modifier les choses si les acteurs réagissent vraiment à ce qui se passe. Mais dans Damages, il y a on a plusieurs temps où on voit ce qui va se passer à l'avenir dans Damages comme dans Bloodlines. Et donc, c'est un peu compliqué puisqu'on continue à écrire en même temps que nous tournons des épisodes. Et une des choses que l'on peut constater dans les premières scènes de cette émission, c'est l'importance du lieu. Je voulais savoir comment vous avez eu cette ambition de tourner là. Une chose qu'on peut dire des Keys de Floride, c'est que si vous aimez la chaleur qu'on a en ce moment, vous allez adorer. Et le choix du lieu et la signification de cette histoire pour nous, c'est que c'était un thriller et il était important pour nous de trouver un lieu qu'on n'avait jamais vu. Il y avait différents éléments qui nous ont fait choisir cela. Aux États-Unis, même les gens qui n'ont jamais été dans les Keys de Floride, il y a une mythologie, une mystique à propos de ce lieu fait d'île. C'est un peu un endroit sans droit ni loi. Key West est le point le plus au sud des États-Unis, à 25 kilomètres de Cuba. Et il y a beaucoup de légendes, d'histoires aux États-Unis autour de ces îles. C'est très très beau, mais c'est une beauté très étrange dans la mesure où c'est sur un récif corallien où l'eau
reflète un magnifique bleu, mais ce n'est pas très profond et vous pouvez aller 6 kilomètres sans que la profondeur n'ait jusqu'à la taille d'un homme. Et quand vous regardez dans l'eau, il y a beaucoup de requins et on a l'impression d'une certaine violence sous l'eau. Et cela représentait l'histoire de cette famille qui gère un hôtel en Floride et des familles qui célèbrent. Et donc, ils accueillent des gens qui viennent chez eux fêter des anniversaires de mariage, des anniversaires de personnes, des mariages, etc. Et donc, il y a une analogie avec le téléspectateur qui regarde cette famille qui gère cet hôtel et qui, dès qu'on met la tête sous l'eau, on voit cette violence. Il y a beaucoup de transpiration à cause de la chaleur et il y a beaucoup de grands thrillers de cinéma comme Cape Fear, Body Wise, de Mr. Ripley. Et nous voulions donner cette charge viscérale à l'intrigue et pour nous, c'était quelque chose qui n'avait pas été fait à la télévision. True Detective l'a fait peut-être un peu, mais c'était notre désir, c'est peut-être un cliché, mais on voulait vraiment que ce paysage et cette ambiance soient un personnage comme les membres de cette famille. Je voudrais vraiment vous féliciter parce que le cadre est extraordinaire. Il y a un sens de menace. La photographie est très belle, mais il y a aussi le sens de ce tourment intérieur à la famille. Et je voulais vous demander comment vous avez peuplé en quelque sorte la famille Rayburn, comment vous avez choisi les membres. Dans les premiers épisodes, il y a des scènes qui étaient particulièrement bien observées. Il y a une scène qui est une dispute familiale pour savoir si le personnage de Ben Mendelsohn peut amener une petite amie qui participer à un repas familial. C'est quelque chose de tellement typique de dispute familiale, mais on comprend d'après la façon, d'après les échanges entre les personnages, qu'il y avait des éléments en profondeur qui expliquent cela. Et on voit que les frères et sœurs s'interroge sur l'opportunité que le personnage de Ben Mendelsohn reste. Ce qui était tellement remarquable dans ces scènes, c'est que vous avez si bien saisi la personnalité de ses frères et sœurs dans ces scènes sans connaître la situation réelle dans la famille. C'est vraiment du très beau travail. Alors, mais pour choisir ces personnages et leur personnalité, est-ce que vous vous êtes inspiré d'autres choses? Pour ce qui est des caractérisations, il y a 4 frères et sœurs, une fratrie de 4, que ce soit dans ma famille ou dans Daniel. Il y a 3 fils, donc ce que nous avons fait, en fait, c'est ajouter une sœur qui est jouée par Linda Cardellini, mais nous n'avons pas vraiment abordé cela. Nous avons pensé à ses frères et sœurs. Il y a Ben Mendelsohn qui joue la brebis galeuse. Et dans la conception du programme, on a démarré avec cette brebis galeuse. Et qu'est-ce que ça veut dire dans une famille d'avoir une brebis galeuse? Et dans toutes les familles, dans beaucoup de familles, il y a quelqu'un dont on se dit que la vie serait plus facile s'il ne venait pas à un repas de Noël ou un mariage. Et donc, ça a commencé par ce personnage où une famille estimerait
que c'est l'oncle ou le frère qui loupait tout, on évite d'en parler, on le tolère. Et ce que nous avons commencé à comprendre, c'est qu'en général, cette personne est en fait un reflet de la famille et les autres membres de la famille ne veulent pas se retrouver dans ce personnage qu'ils perçoivent comme une anomalie qui a été introduite dans cette famille, peut-être par des extraterrestres. Il y a cette sorte d'ADN dans ce personnage que les autres membres de la famille ne veulent pas reconnaître chez eux. Donc, on a démarré avec cette brebis galeuse et puis, basé sur mon expérience, sur toute l'expérience personnelle de nous tous, on a commencé à développer les autres personnages et dans nos vies et dans les vies de nos amis. Quand on a parlé de famille, il est devenu évident que de nombreuses famille que nous connaissons, c'est l'aîné qui est souvent la brebis galeuse et quelquefois c'est le deuxième enfant. Quelquefois le deuxième enfant veut compenser les erreurs de la brebis galeuse et donc il est considéré comme étant comme responsable. Et là c'est Kyle Chandler qui est le frère responsable qui estime qu'il ne faut pas à faire de bêtises ou même simplement s'amuser parce qu'il voit la déception des parents par rapport à la brebis galeuse et donc le deuxième fils veut éviter la déception des parents et c'est le personnage de Kyle Chandler. Il est resté sur place, il est devenu shérif. Et le troisième frère, joué par Butts, pour nous, c'était toujours celui qui se laissait couler d'eau sans des dégâts dans sa vie. Il a peut-être quelques petits problèmes, mais moins que les aînés. Il s'amuse plus. Il y a l'un frère plus grand qui est plus difficile. Donc, lui, il a suivi. On lui met moins de pression et lui, il subit pas toute la négativité qu'a subi la brebis galeuse et le frère aîné. Et puis, il y a la cadette. Et c'est elle que nous avons créée pour être quelqu'un qui veut faire plaisir. Elle veut plaire à ses parents. Les parents, elle est partie faire des études de droit, elle est revenue, elle aide la famille avec les questions juridiques, elle représente leur hôtel. Elle cherche pas le pouvoir ni la gloire. Elle veut pas vivre ni à New York ni à Los Angeles. Elle aime bien être chez elle, mais son personnage est inspiré par quelqu'un qui ne se connaît pas elle-même, puisque elle passe sa vie à faire plaisir aux autres. Et on a trouvé une métaphore. Et alors, ces quatre frères et sœurs sont les pieds d'une chaise. La brebis galeuse et le pied un peu bancal. Et donc, la brebis galeuse revient à la maison. Les autres frères et sœurs se rendent compte que la chair est bancale. Et ils se disent, mais si on enlève ce pied qui nous fait basculer à chaque fois, on va être plus stable. Et dans l'épisode que nous venons de voir, c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Et la deuxième saison nous lance dans un monde de chaises avec 3 pieds seulement. Et tandis qu'ils pensent être plus forts, finalement, ils se regardent tous les uns les autres et ils se rendent compte que toute la négativité qu'ils focalisaient sur la brebis galeuse, puisque la brebis n'est plus là, ils sont obligés d'examiner leur rapport les uns aux autres. Et donc, on descend à un niveau plus bas de l'état de frères et sœurs. Et voilà la saison suivante. C'est intéressant que vous avez parlé de la deuxième saison. Lorsque vous parlez avec Netflix, vous pensiez aller jusqu'où?
dans vos négociations? Parce que c'est très important s'il y aura des saisons suivantes au niveau commercial, bien sûr. Comment vous avez abordé cette question? Alors, lorsque nous sommes allés vendre la série, je ne me souviens pas, on a visité 8, 9 différentes stations de télé. On savait que pour Damages, il y avait un rapport de parrain et protégé. Et si on avait réussi la première saison, on voulait que Rose Burns se retourne contre son parrain. Donc, on savait que ça allait être la fin. On avait certaines idées pour le chemin à parcourir jusqu'à là. Saison 4, la question était 5 ou 6 saisons, mais bien sûr, il faut avoir beaucoup de chances d'aller aussi loin. Mais pour la vente de Bloodline, c'était une histoire sur 6 saisons. Chaque saison allait regarder d'une manière différente les rapports au sein d'une famille. Pour nous, la première saison nous amène au point de départ. Lorsque Danny est tué, c'est le commencement de la série, parce que ceux qui restent sont obligés de mener des doubles vies. Notre sous-titre pour cette série est « Nous ne sommes pas des mauvais gens, mais on a fait quelque chose de mauvais ». Alors la question fondamentale reste, si vous avez commis un acte mauvais, est-ce que ça ne fait pas que vous soyez mauvais? John Rayburn va dire « Non, je ne suis pas meurtrier, j'ai juste tué mon frère ». Finalement, il faut commettre le meurtre une fois pour être meurtrier. Donc, pour nous, c'était clair que ça allait être 6 saisons et j'espère les réaliser tous. Pour le casting, vos acteurs, actrices sont magnifiques, les rôles sont magnifiquement interprétés. Et l'une des joies est l'interaction avec vos acteurs. Lorsque vous avez fait votre casting, comment est-ce que vous avez sélectionné l'acteur ou l'actrice avec qui vous allez pouvoir travailler et qui possède les qualités requises? Très bonne question. Il s'agit de la chance, en grande partie. Et moi, avec mes années d'expérience, j'ai appris, en fait, ça fait 18 ans que je suis dans le métier, la série télévisée, c'est fou, c'est une réflexion faite. Mais en fait, ce n'est pas avoir la chance une fois, mais à plusieurs reprises. Et ce que je veux dire est que nous avons rencontré un seul acteur pour jouer Danny Rayburn, donc Mendelsohn. Il est australien, qui retourne chez lui, il revient à Los Angeles. Il habite à Los Angeles depuis un petit moment, mais il n'avait jamais fait une série américaine auparavant. Et souvent, lors d'un casting, les noms des acteurs sont sur une liste que le diffuseur ou les agences préparent. Et nous, on dit, ah oui, il était pas mal dans un film qui s'appelle Animal Kingdom, on l'avait vu dans d'autres rôles. Bon, on s'est dit, ça pourrait être comment? Oui, il a plusieurs qualités qui nous intéressent. Donc, on a fait un petit déjeuner qui est devenu un déjeuner, on n'a pas quitté la table. Et lui, il n'avait pas de film à tourner dans ce laps de temps. Et ne sachant pas s'il voulait oui ou non faire une série, la chance pour nous est que ses agences adoraient Damages. Lui, il avait vu Damages, il aimait beaucoup. Et donc, il était d'accord pour venir en Floride. Il venait d'être papa. Il était prêt à saisir cette opportunité-là. On n'avait jamais travaillé avec lui auparavant, mais on avait l'impression de le connaître après notre petit déjeuner. Il était ouvert, il avait envie de regarder de plus près sa propre vie, sa vie de famille, et c'était pareil pour tous les acteurs. Une chose qui nous a intrigués lorsqu'on a commencé à rencontrer Kyle Chandler, Sissy Spacek, Sam Shepard et tous les autres acteurs, actrices, toute la distribution était très ouverte vis-à-vis de leur famille. Donc la chance de trouver des collaborateurs. L'émission aurait été très différente si on avait choisi quelqu'un d'autre pour le rôle que Mendelsohn joue. Donc c'est pas possible de penser à autre personne que lui. On n'a rencontré que lui. Mais c'était une grande
part de chance que les choses collent. Kyle Chandler, c'était la même chose. Il avait fait Friday Night Lights, qu'on adorait. Et après Friday Night Lights, il avait réalisé, il avait joué dans plusieurs longs métrages. Et chaque fois, c'était un Academy Award. Donc, il avait du flair pour choisir ses projets. Et avec Taylor, on avait, je ne sais pas si vous avez vu cela, ça vaut la peine de le regarder. Il a joué un entraîneur de football américain qui était fiable, on pouvait compter sur lui. Les étudiants venaient le voir pour des conseils. Il était donc une référence morale. Et lorsqu'on a choisi Kyle dans le rôle de John Rayburn, on s'est dit que le public va le voir pour la première fois après Friday Night Lights, même s'il avait fait quelques longs métrages. Zero Dark Thirty. Mais ça allait être la première fois pour le spectateur de le voir dans une série télé. Et on imaginait que le public allait lui souhaiter de réussir. Et on allait jouer avec ces attentes-là du public. Et donc, lorsqu'on arrive au deuxième épisode, et il est en train de tuer son frère, ce n'est plus le coach qu'il connaissait avant. Le changement arrive beaucoup plus tôt, bien sûr, puisqu'il boit dans Bloodline, il ne le faisait pas dans Friday Night Lights. Donc, on a beaucoup de chance avec notre distribution. Et aussi, tout le monde, dès la première lecture, tout le monde était en Floride pour voir comment colle la famille. On a eu certaines conversations. Oui, si vous les observez, on ne dirait pas une famille. Est-ce que Sam Shepard et Sissy Spacek auraient pu faire des enfants pareils? C'est peut-être pas évident, mais on a préféré choisir les meilleurs acteurs et actrices pour que ça passe auprès des spectateurs, des téléspectateurs. Pour revenir à Ben Mendelsohn, je l'ai vu récemment dans un film Starred Up, un film britannique qui se déroule dans une prison. Il jouait le père d'un garçon qui est incarcéré, et c'était une performance d'acteur absolument époustouflante. Je ne savais pas qu'il était australien, son accent britannique était parfait, et de le voir maintenant jouer un autre rôle qui est tellement éloigné de cet autre rôle, et c'est formidable. Quelle est votre vue sur le fait que lorsque vous faites un casting à un certain niveau, vous recherchez un certain profil pour que les diffuseurs soient à l'aise? Quel est votre point de vue vis-à-vis du fait de proposer aux acteurs et de les auditionner? En fait, c'est universel, peut-être sur proposition uniquement. Moi, je peux parler de l'expérience britannique. Je suis sûre que c'est pareil ici. Une fois qu'un acteur atteint un standing dans l'industrie, ils acceptent de rencontrer, mais ils refusent de faire une lecture, ils refusent de faire une audition. En fait, on a fait des deux manières. Certaines fois, c'était avec des acteurs qui demandaient que des propositions, qui ne voulaient pas faire une audition, un casting. Sinon, il y a d'autres qui vont vous rencontrer s'il y a peut-être une proposition. Nous, on dit oui, très bien, puisqu'on peut retirer la proposition. C'est pas un risque. Chacun se protège. Et les acteurs ont des agences, par exemple, qui vont dire que cet individu ne fera pas, ils protègent leurs clients. Selon notre expérience, presque à chaque fois, dès que nous sommes dans une pièce pour discuter avec un acteur, si on a pu voir leur travail avant, on n'a pas besoin de leur demander de lire si on a vu leur œuvre, si on a une idée de qui ils sont en tant qu'individus.
Pour un long métrage, le rapport avec l'acteur dure plus dans le temps. On va travailler ensemble 3 mois par exemple, on peut très bien s'entendre ou on peut vraiment ne plus le supporter. Ben, c'est pas grave puisqu'après il est plus dans votre vie. Mais dans la série télé, nous avons commencé le Bloodline et la prod au mois de février. Nous avons terminé au mois de novembre. Ça, c'était la première saison. Et on a peut-être, on aura peut-être l'occasion de faire plusieurs saisons. Donc, si ça colle pas, ben, on peut toujours écrire une fin à ce personnage. Mais déjà, avec cette famille, on a perdu un frère à la fin de la première saison. Donc, l'histoire n'est pas tuer autant de frères et sœurs que possible. Donc, lorsqu'on rencontre avec un acteur, mon frère était acteur, Glenn aussi a commencé en tant qu'acteur, nous sommes très sensibles à leur job. On sait ce qu'ils doivent faire. Ça peut nous rendre un peu anxieux. Des fois, on demande un deuxième entretien pour parler davantage, pour revenir avec de nouvelles questions. Mais finalement, nous recherchons les acteurs qui veulent être vulnérables, qui se sentent en sécurité. Et il n'y a pas une bonne manière, une mauvaise manière. On va voir ce qui évolue avec le fait de travailler ensemble. Et la plupart des acteurs acceptent cela. Certains veulent que l'on les dirige un peu plus, que l'on dise ce que l'on souhaite. Et il y a une manière de parler, parce que nous répondons à ce qu'eux, ils sont en train de faire. Avec Glenn Close, elle n'avait jamais fait une série auparavant. Elle avait fait The Shield une seule saison auparavant, mais elle avait fait un épisode, mais pas une série entière. Elle, son personnage s'appelait Patty Hughes, et elle voulait que l'on écrive toute le backstory de ce personnage pour qu'elle puisse construire sa personnalité grâce aux infos qu'on allait lui donner. Et nous avons répondu, mais c'est pas comme ça qu'on travaille. On va pas écrire toute son histoire. On peut vous raconter ce que l'on sait de ce personnage, et au fur et à mesure que nous avançons, nous allons poser et répondre à pas mal de questions. Mais on n'y est pas encore au niveau de l'histoire pour répondre aux questions qui ne se sont pas présentées encore. Elle a dit d'accord. Et puis une semaine plus tard, elle nous téléphone pour dire est-ce que moi je peux écrire le backstory de mon personnage? Et on a dit on préfère que non, parce que si vous rédigez quelque chose qui corresponde aux premiers 4 épisodes de la saison et nous ne savons pas de quoi il s'agit, et ensuite on fait une contradiction, vous allez être un peu déboussolé, parce que vous êtes en train de construire un personnage sur des fondements qui n'existent peut-être pas. Elle a dit, bon, ok, je comprends, je ne le ferai pas. C'est ma première fois pour moi, mais je vais y avancer un jour après l'autre, brique après brique, et je construis mon personnage comme ça. J'ai appris à travailler avec des gens et de les aborder non pas du point de vue de mon ego. Il ne faut pas dire moi je sais tout et vous allez faire autant de fois pour que vous le fassiez comme moi je le veux. Il s'agit plutôt de dire mon idée est celle-ci. Donc je me présente avec mes idées et les choses qui m'intéressent. Et dès qu'on l'a une fois, c'est pas la peine de faire 5 prises pour qu'elle fasse exactement ce que moi j'ai dans ma tête. Et quelquefois, j'arrive avec une idée, l'acteur a autre chose, on fait ces prises-là, et ensuite, on arrive à un résultat que ni l'un ni l'autre aurait trouvé sans le retour de l'autre. Et donc, c'est un défi constant. Je dors pas la nuit pour pouvoir conserver mon énergie pour rester aussi ouvert que possible. Je crois que je réponds à une question qui ne m'a pas encore été posée.
Et Damages, revenons à Damages. On a touché légèrement dessus. C'est une série qui se déroule dans un cabinet d'avocats à New York. Glenn Close joue un personnage de Patty Hughes. C'était un thriller basé sur un personnage avec Rose Byrne, son protégé. Et c'est une série qui a eu beaucoup d'influence, beaucoup d'impact. Et moi, personnellement, comme beaucoup, j'étais impactée par l'utilisation d'une narration non linéaire. Et on retrouve la même chose dans Bloodline. Pouvez-vous en dire deux mots? Lorsqu'on a commencé Damages, notre souhait était de raconter l'histoire d'un protégé qui va travailler pour une marraine, dans ce cas. Dès le départ, on savait que l'histoire était complètement basée sur les personnages. On ne pensait pas que ça allait devenir un thriller juridique, mais à la fin de la première saison, on savait que la marraine devait essayer de tuer sa protégée. Pour nous, c'était une métaphore. En fait, ça s'est produit vraiment dans la série, mais c'était pour nous une métaphore pour toute personne qui a un boss, un supérieur. Et lorsque la personne a de l'ambition, jusqu'où est-elle prête à aller dans le sacrifice de sa vie privée? J'imagine que nous avons tous eu un supérieur dans notre vie, et si le supérieur vous dit qu'il faut travailler tard, ou qu'il faut travailler le week-end, et vous devez louper le mariage d'une amie, ou votre anniversaire, ou la fête de copains, ces événements-là s'entassent les uns sur les autres, et vous êtes extrait de votre propre vie pour servir votre travail. On avait l'idée, à quel prix le succès? À la fin de la première saison, lorsque je parle des structures, c'était une des piliers de notre structure. Si on commençait l'histoire avec Rose Byrne qui fait des interviews pour des internes. Le premier épisode se termine, elle est embauchée pour travailler pour Patty Hughes. À la fin de cet épisode, on se dit, ben oui, et alors, on s'en fiche. Mais pourquoi ne pas avancer cet événement majeur pour créer une surprise? Ah oui, donc on commence là, une fille court à travers les rues couvertes de sang, une porte s'ouvre, donc elle est rattrapée par la police, donc il y a un mystère pour commencer. Les policiers lui demandent qui êtes-vous, et puis ensuite on voit 6 mois auparavant, et là on voit l'entretien d'embauche dans le cabinet d'avocats. Avec chaque saison, on a utilisé les 2 cadres temporels. Dans la première saison, il y avait les détectives qui menaient leur investigation sur le meurtre. Le fiancé est trouvé mort et à la fin de l'épisode, le fiancé est trouvé mort dans son baignoire. Donc encore une couche de mystère. Ce qui nous a permis de mettre la lumière sur des personnages secondaires. David Chase parlait des histoires de la mafia et dans le monde de la mafia, où c'était le tronc d'un sapin de Noël. Et tous les rapports avec Tony en thérapie et ses rapports avec ses différents partenaires dans la famille de la mafia étaient les boules suspendues sur le sapin de Noël. Tout le monde aime les regarder. Mais si on racontait que l'histoire de la mafia, l'histoire est un peu ennuyeuse puisqu'on connaît cette histoire-là. Donc vous avez besoin d'une colonne vertébrale, d'un tronc d'arbre, si vous voulez. Donc,
Dans les cas actuels, le tronc est le genre judiciaire, mais on sait qu'il va se passer quelque chose de terrible. On peut revenir sur les petits instants. On peut voir les contrastes. Une fille en entretien d'embauche pour un cabinet d'avocat, on s'en fiche si on voit que ça. Mais lorsqu'on l'a vu aussi sanguinolent, quelqu'un d'autre mort, on se dit, ah oui, on va faire un voyage d'ici jusque-là. Donc avec chaque saison, on essaie de travailler avec les deux cadres temporels sans nous répéter. Et avec Bloodline, on avait une chose un peu similaire. On sait que Danny va être tué à la fin de la première saison ou vers la fin de cette saison. Mais si on n'a qu'une émission sur une famille, il manque l'étincelle. Il y a tellement d'émissions. Comment est-ce qu'on peut faire la différence, se démarquer? Il y a les publicités et tout ça pendant les émissions. Comment peut-on faire ressortir notre émission dès le départ? Donc, on avait différentes versions du début de notre série. Une option, lorsqu'on est allé faire le pitch, c'est pas le début que l'on a choisi, mais on a dit, on a compris le pitch, mais c'est peut-être bien de ne pas montrer votre pitch, mais de commencer ailleurs, Danny Rayburn plutôt. Et puis, on était arrivé à la chose suivante. On avait un petit mystère, parce que dans le premier épisode, John Rayburn est en train de tirer Danny Rayburn. On ne sait pas s'il est vivant ou mort, mais il tire le corps à travers les mangroves. Et à la fin de l'épisode, il y a une surprise, mais on l'a fait que pour les 2 épisodes et puis on a abandonné sans y retourner. On a utilisé quelque chose qu'on n'a pas utilisé dans Damages. On a utilisé la voix off et on l'a fait comme technique. On l'a choisi. Eric Rochon a dit que tout le monde pousse un gros soupir lorsqu'on suggère la voix off, puisque c'est comme une pis-aller quelque part. C'est trop facile d'utiliser la voix off. Mais nous voulions raconter une histoire. Et on va vous la raconter. Le personnage de Kyle Chandler ouvre l'histoire, présente l'histoire, et puis il y a une petite vrille sur cette voix off. La voix off est révélée être quelque chose que l'on ne savait pas. Ça nous raconte un peu plus sur le personnage de Kyle. Pour nous, on ne suit pas des règles. On sait qu'il y a des règles qui existent. Et des fois, ça peut paraître un peu cliché parce que réalisé d'une manière qui ne les développe pas. C'est juste au lieu de quelque chose d'autre. Donc, on a 2 cadres temporels. Les similarités entre les 2 séries sont également que ce sont des versions de thriller. C'est peut-être parce que nous manquant d'acuité mentale, mais les 2 cadres temporels, le fait de montrer les événements qui se produisent ultérieurement, souligne, augmente le thriller. Dans un film tel Fatal Attraction, les 20 premières minutes montre que la vie est belle. Le personnage de Glenn Close rencontre le personnage de Michael Douglas dans un truc de bureau, il me semble. Et Michael Douglas est marié, mais il se voit quand même. Et pendant 20 minutes, on voit la vie qui va bien, mais colorée un petit peu par le titre du film, Fatal. Le mot fatal nous donne un indice. Mais après 20-23 minutes, on voit que Michael qui vient à l'appartement de Glenn, elle s'est coupé les poignets. Donc, et évidemment, elle n'est pas ce qu'il la croyait être. Mais pour nous,
avec Netflix pour une série télévisée. On voulait avoir cette étincelle plus rapidement. On ne pouvait pas attendre 4 épisodes jusqu'à ce qu'il ne se passe quelque chose. Il fallait vraiment saisir le public plutôt. Pour revenir à Fatal Attraction, je ne sais pas si tout le monde va se reconnaître là-dedans. Ce film-là n'a pas réussi en France puisque les Français se disaient pourquoi il dit pas tout simplement à sa femme. Vous avez parlé de Soprano et je voudrais toucher sur votre œuvre de début. Comment ça a impacté votre travail d'aujourd'hui avec Soprano? C'est un film sur une famille avec la criminalité dans son cœur. Ce sont peut-être des choses dans votre sous-conscience, mais lorsque vous travaillez sur Soprano, est-ce qu'il y avait des éléments que vous repreniez après Sopranos? Sopranos a vraiment changé de tout ou rien ma créativité. L'ambition de David Chase, lorsque je l'ai rencontré au début, il était le seul à le dire. Il a dit que son désir, il reconnaissait que c'était peut-être un peu ridicule à le dire. C'était même avant que Soprano devienne Soprano, HBO devienne HBO. Il espérait que Les Sopranos allaient être la troisième partie d'une trilogie. La première partie, Le Parrain, deuxième, Goodfellas et troisième, Sopranos. J'avais jamais entendu quelqu'un parler de cette manière-là, avec une telle ambition pour une série télé. Et lorsque j'ai commencé à travailler dessus, j'étais fan de la première saison, j'ai travaillé sur la deuxième et la troisième saison. Ce que suggérait David était un langage de réalisation littérale et que la télé n'avait pas abordé, pas aux États-Unis au moins. Mais un langage qui donne de l'espace. Donc, il n'y a pas que des dialogues. Il y a tellement d'épisodes, il y a plusieurs épisodes, avec Tony et Carmela qui sont juste assis sur le canapé sans s'adresser la parole. Les images un peu plus larges que d'habitude. Souvent, on voit la tête de la personne qui parle. Nous, on voulait accentuer le lieu, introduire de l'ambiguïté, ne pas tout résoudre. Basé sur mes expériences avec Les Sopranos, on a essayé d'incorporer ce langage dans Damages et Bloodline. Donc, il me semble qu'il y a un lien direct. Et au niveau de la narration, avec Sopranos, beaucoup disaient que Sopranos a lancé l'anti-héros et The Shield était anti-héros, Patty Hughes également anti-héros. Ces choses-là n'étaient pas flagrantes pour nous lorsqu'on a créé ces séries. On identifiait un personnage très fort au centre avec des conflits, peut-être moins pour Patty Hughes, mais après les mondes de la télé des networks, il y a quelqu'un avec le chapeau noir, c'est le méchant, celui avec le chapeau blanc, c'est le bon. On s'est éloigné de cela, ce qui a attiré un public plus important. Et les longs métrages ne le font plus. Donc, on a fait le choix d'injecter cela dans notre travail, mais on est tous ensemble, soudés. Et il y a certaines émissions qui étaient une grande influence pour moi. Stephen Bochco, son travail. J'avais jamais vu des choses que lui, il avait fait en 93-94, et puis Soprano en 99, Damages 2007. Donc, il y a des bornes le long de la route. J'ai parlé de The Wire.
Il n'y a nulle part où pouvait exister The Wire avant HBO. Et David, lorsqu'il a vendu The Sopranos, a essayé de le vendre à Fox. Il aurait pu faire 3 épisodes et puis basta, 3 maxi. Donc c'est une époque merveilleuse pour la création et d'imaginer ce qui va venir à l'avenir. Une série comme ou le festival où nous sommes aujourd'hui, d'avoir un point de vue international. Nous sommes tous là à réagir aux œuvres des autres. C'est la toute première fois dans l'histoire de la télé que ce genre de choses existent. Vous avez travaillé dans la télé des networks, sur le câble, vous travaillez maintenant pour Netflix. Qu'est-ce qui nous attend à l'avenir? Est-ce que vous avez une idée? Ou en tant que créateur, est-ce que vous ne faites que continuer à créer les œuvres que vous souhaitez créer sans vraiment penser à l'avenir? Quelle question! En ce qui concerne l'avenir, ce qui nous attend demain, je ne sais pas. On a un besoin de plateformes, de distributeurs, de diffuseurs. On a Netflix, Amazon. Aux États-Unis, au moins, je ne sais pas si Amazon a le même impact que Netflix, mais Amazon réalise ses propres émissions. C'est palpitant comme époque. Je ne sais pas ce qui va venir. Aux États-Unis, on va voir un réajustement des networks. Les grands networks qui étaient les seuls acheteurs dans le temps, leur importance diminue. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que ce sont des corporations énormes. Comment vont-elles réagir à Netflix, Amazon? Jusqu'à ce que Netflix ou Amazon commencent à diffuser des événements sportifs en live, veulent téléviser Wimbledon ou les finales du NBA ou les championnats de football. Jusqu'à ce jour-là, les networks vont avoir le monopole à ce niveau-là. Mais pourquoi ce changement n'adviendra pas? Au niveau de la création, et c'est la partie la plus importante, bien sûr, même avec l'expérience d'aller vendre Bloodline, on a eu la chance d'avoir toutes ces possibilités, ces networks qui voulaient avoir notre série. Chaque network aurait eu une influence différente sur la série. Si on l'avait vendu à FX, ils ont toujours des publicités. Donc, toutes les 7 à 10 minutes, il y a une interruption, il y a une publicité. Ça, c'est une chose, ce qui veut dire qu'on a 16 minutes de moins pour raconter notre histoire. Et avec HBO, on a 1 heure entière. Ils nous encouragent à aller au-delà d'1 heure, si l'épisode le nécessite. Donc, au niveau créatif, tout est ouvert. C'est excitant, c'est palpitant. Je suis sûre qu'on va avoir une envergure plus internationale. Parce que le monde est influencé partout au même moment. Et ça, c'est quelque chose qui était excitant et impressionnant lorsque Bloodline était lancé le 21 mars 2015. À minuit à Los Angeles, il était disponible dans 42 pays pour 52 millions de personnes à la même instant. Et c'était formidable, ça. Et pour moi, c'est excitant d'imaginer ce qui va se passer dans une décennie pour les créateurs, ceux qui ont 14 ans aujourd'hui dans un pays qui aujourd'hui n'a pas accès à ces séries, les séries qui viennent de la France ou des États-Unis. Un petit de 14 ans peut regarder ces choses. Qu'est-ce qu'ils vont créer d'ici une décennie? Donc, on peut vraiment attendre avec attention
Une dernière question de ma part avant d'ouvrir les questions. Quand vous vous êtes rendu compte que vous vouliez réaliser des émissions de télé? Comme je l'ai déjà dit, j'ai été inspiré par NYPD Blues et j'étais à la fac pour étudier, pour devenir scénariste. Pour moi, j'allais être soit dramaturge, soit travailler pour les longs métrages et, dans le pire des cas, travailler pour la télé. Mais après avoir vu PD Blue, je me suis rendu compte que l'émission de télé était meilleure au niveau de la direction, de l'écriture, que pas mal de longs métrages. Et le rapport avec les personnages, l'opportunité de développer les personnages, comme je crois que PD Blue a fait 23-24 épisodes par saison, c'était fascinant d'explorer cela. Donc c'était à cette époque-là, j'étais diplômée à 22-23 ans. Spike Lee m'a recrutée pour adapter une pièce que j'avais écrite pour l'écran, donc je travaillais là-dessus. Et puis son contrat est tombé en miettes. J'avais travaillé pendant 10 mois et me suis rendu compte qu'il fallait apprendre auprès des acteurs et des réalisateurs pour faire quelque chose comme monter une pièce. J'avais donc énormément appris en écrivant des pièces et en les mettant en place. Donc, je voyais une collaboration comme étant très enrichissante. Donc, j'avais fait le scénario pour Spike, et puis il y avait donc cette émission à la télé, New York PD Blue, qui m'a beaucoup impressionné. On avait besoin de scénaristes, puisqu'il faut faire, il faut écrire ces scénarios tous les soirs, parce que les longs métrages, le public s'en fiche du nombre de films sortis par les grandes sociétés cinématographiques. Mais pour les séries télévisées, c'est autre chose. Et c'est bien de travailler en équipe. Et tout s'est mis en place. J'étais embauchée la première fois à l'âge de 24 ans pour écrire une série télévisée. On va ouvrir aux questions de la salle. We can, if you, maybe whatever language you can speak, this will translate it into English. Quelle que soit la langue que vous parlez, ça sera traduit en anglais. Mais c'est pas vrai. J'ai une question. Quand vous avez dit que vous écriviez pendant le tournage, est-ce que cela vous donne le temps de faire de la réécriture et différentes versions? Oui, on réécrit, mais ça fait partie de ce processus d'écrire en même temps. Quand on tourne un épisode, tourner un épisode et réécrire des scènes qui ont déjà été tournées, on n'a pas vraiment le temps de le faire, mais revoir les scénarios, notre processus est un peu particulier puisque nous sommes 3. Et quand un scénario a été transmis aux acteurs, nous avons déjà été 3 à le regarder. C'est passé par nos 3 ordinateurs et peut-être qu'on fait des petites modifications la veille du tournage pour nous focaliser sur le dialogue. Mais nous ne nous sommes jamais trouvés dans une situation où on a écrit toute la saison et qu'on n'a pas apporté des modifications. Ça fait 5 saisons de Damages et d'abord, merci Todd d'être venu ici. Je ne vous vois pas. Ah, voilà. Merci pour cette très belle série. Alors, ma question c'est comment vendez-vous une série comme Bloodline? C'est complexe, c'est assez lent. Et qu'est-ce que vous avez fait pour intéresser 9 chaînes? Je ne peux pas répondre à la seconde partie pour
vous dire pourquoi ça a intéressé toutes les chaînes qui l'ont vu. Pour Glenn, Daniel et moi, que ce soit pour Damages ou Bloodline, le processus était le même. Ça marche pour nous parce que c'est comme ça que nous pensons, comme ça que nous communiquons. Et je sais que d'autres font différemment, mais ces intrigues sont très personnelles pour nous, viennent on a des idées à partir d'autres émissions, on en parle et nous reconnaissons finalement que les séries que nous voulons faire doivent avoir une relation très profonde avec nous. Et ce n'est pas une question d'épisode individuel, mais c'est une idée générale. Nous avons commencé pour Bloodline à parler de nos familles et de nos relations et tout le temps consacré à parler de familles, aux situations de différents membres d'une famille. Qu'est-ce que ça signifie de sortir en quelque sorte d'une famille, de lui tourner le dos? Et ces questions ont trouvé une résonance non seulement chez ceux à qui on a montré la série, mais quand on a rencontré des acteurs comme Ben Mendelsohn, Kyle, Sam Shepard, les gens hésitent souvent au début à parler de leur famille, mais c'est un sujet tellement universel et les émissions actuelles qui concernent des familles et celles qu'il y a déjà eu ont tendance à être sentimentales ou à la fin de chaque épisode, s'il y a eu un conflit, on propose d'aller faire quelque chose ensemble pour résoudre tous les problèmes et ensuite les spectateurs peuvent aller se coucher à la fin de l'épisode et être satisfaits de la normalité de la vie. Et c'est peut-être notre désir que les gens aillent se coucher après avoir vu un épisode en se sentant menacés, misérables par la conclusion de l'épisode. D'autres questions? Down here we've got. Thank you. Merci. Je voudrais d'abord vous féliciter et vous demander comment vous avez travaillé l'écriture dans le soprano et si c'est ce que vous avez utilisé maintenant et éventuellement quelles sont les différences. Pour les sopranos, je ne peux parler que des saisons où j'ai participé, donc je ne sais pas comment ça s'était passé les autres saisons. David Chase travaillait depuis plusieurs décennies à la télévision et il avait trouvé un système où chaque saison, quand je parlais de ces piquets de tente en quelque sorte, il nous disait quels seraient ces jalons pour la saison. Il y avait une salle où on se réunissait et en haut des murs, on avait 13 feuilles de papier pour chaque épisode. Et sur ces feuilles, là où il savait qu'il y aurait un de ces jalons, il le notait et puis on parlait de la manière de les relier, de ce qui se passait avec chaque personnage. Il y avait une autre strate où ce serait l'histoire de Tony, de Carmela, Big Pussy, Polly Walnuts. À beaucoup de points de vue, nous avons poursuivi cette méthode. La différence, et ce qui est vraiment passionnant, c'est que quand j'étais au soprano, c'était encore relativement nouveau d'essayer de voir ce que pouvait être une heure ininterrompue dans un format horaire à l'heure pour chaque épisode. Et c'est simplement parce que sur les chaînes hertziennes, il y a une structure formelle pour les épisodes. Pour les télévisions commerciales, les épisodes étaient en 4 actes parce qu'il y avait les pauses pubs, donc il y en aurait 4 ou 5 dans chaque heure et chaque segment était considéré comme un acte. Et le nombre total de scènes par épisode devait être 24. Donc vous saviez que vous avez 24 scènes
3 intrigues, A, B et C. L'intrigue A serait le principal intrigue, il y aurait 4 ou 5 scènes. Et le nombre de scènes varierait avec le niveau. Il pouvait y avoir une intrigue de 3 scènes. Et donc, c'est devenu une arithmétique comme cela avec les sopranos parce que ça durait 1 heure ininterrompue. Il y avait un acte supplémentaire et une des choses que David m'a apprise, c'est qu'il commençait à faire une liste des scènes. Et quand je suis arrivée à la seconde saison, il a dit maintenant, après le montage de la première saison, il semblait qu'en 1 heure, on pouvait avoir de 33 à 35 scènes par épisode. Donc, quand nous sommes passés à Damages, il y avait de la pub, donc ça revenait un peu plus vers les 24 à 28 scènes, mais il y avait 2 systèmes, donc on refaisait ce calcul sur le nombre de scènes qu'on peut allouer à chaque intrigue, et puis on est passé à FX, et puis on a fait DirecTV pour faire les 2 dernières séances. Saison plutôt de Damages, et il n'y avait pas de pub, et donc nous avons dû revoir comment construire un épisode de Damages sans pub, et puis on est passé à Bloodline sur Netflix qui n'a pas de pause pub non plus, et donc on a appliqué le même système pour la fin de Damages à Bloodline, et donc c'est, on peut dire que chaque série est structurée différemment. Je sais qu'il y a des séries aux États-Unis où il y a une équipe d'auteurs, de scénaristes à qui on demande d'écrire des intrigues au niveau B, et donc le producteur veut que les auteurs reviennent pour présenter des intrigues de 6 scènes, et nous ne travaillons pas comme ça. On essaie plutôt de regarder l'épisode dans son ensemble, mais il y a différentes manières de... J'espère que vous avez compris ça parce que j'ai jamais été très bon au calcul. Next question, please. Oui, je voulais vous remercier parce que j'avais un petit cas de conscience dimanche dernier en passant 13 heures devant ma télé. Mais maintenant que je sais que Bloodline est construit comme un film, je suis rassurée. Et je voulais vous demander, est-ce que c'est une volonté pour traduire un peu la névrose de cette famille, ou est-ce que c'est ce qui se fait dans les Keys de les faire boire tout le temps? Ils ont toujours un verre de whisky, une canette à la main. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est comme ça qu'on vit là-bas? Merci d'abord d'avoir regardé pendant 13 heures, et il y aura des cocktails après cette réunion pour vous permettre aux gens de comprendre la vie dans les Keys. Est-ce que les gens ont bien compris la question s'ils ne parlent pas français? Est-ce que ça a été traduit? La question concernait la quantité d'alcool qui était consommé. Oui, on boit beaucoup d'alcool dans les Keys. On ne fait pas que ça. Une des choses, quand on y est allé et qu'on faisait des recherches, les gens appellent l'alcoolisme la maladie des Keys. Et pour nous, ce n'était pas vraiment exprès qu'on a choisi une famille, qu'on a monté une famille qui boit autant, mais pendant le tournage, on a compris que c'est quelque chose qui est dans l'ADN de cette famille. C'est une famille qui tient un hôtel, et bien sûr, ils boivent beaucoup simplement parce qu'ils doivent accueillir les gens. Ça fait partie de la sociabilité, mais en dehors de cela, c'est simplement, ça permet d'aider à définir les personnages, et je pense que ça correspond à ce qui se fait dans les Keys, mais dans les Keys aussi, les gens y vont pour s'amuser.
ils y vont en vacances et dans un sens, on n'a pas tellement exploré la première saison, mais qu'est-ce que ça veut dire que d'aller à un endroit, se laisser aller, boire de l'alcool et qu'est-ce que ça signifie aux personnes qui y habitent tout le temps? Quel impact est-ce que cela a sur leur vie, aux jeunes qui grandissent dans ce genre d'environnement? Et ça devient tout à fait naturel quand ils deviennent adultes. Prochaine question. Hi. Can you tell us a bit about your Est-ce que vous pourriez nous on, parler de votre Michael Mann, TV series, which was expérience ahead of its time dans because of its use of la HD? dans la série de Michael Mann? C'était une expérience extraordinaire de travailler avec Michael. Et j'ai vu l'étape suivante du langage visuel. J'ai travaillé avec dans Homicide Division après avoir travaillé aux Sopranos. Et Michael est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au visuel, à raconter une histoire sans dialogue et raconter une histoire avec de cette manière très visuelle. Et HD, je crois que nous étions une des premières séries à tourner en HD. C'était vraiment passionnant parce qu'une bonne partie de l'émission était tournée la nuit et comme dans Robbery Homicide, dans le prochain film qu'il a fait avec Tom Cruise qui s'appelait Collateral, qui a été tourné à 85% la nuit, au moins. Encore une fois, ça poursuivait ce langage visuel pour l'adapter à la télévision. Une autre chose que, avec Michael, j'aimais beaucoup son film qui s'appelait The Insider avec Al Pacino et Russell Crowe. Je ne me rappelle plus l'année précisément. Et quand nous avons commencé Damages, The Insider était le point de départ pour nous parce que ça a pris quelque chose de très sec pour le transformer en quelque chose de passionnant. Et donc, nous avons beaucoup examiné ce film et nous avons adapté des éléments de ce film dans la première saison de Damages. Et Michael est un narrateur extraordinaire, surtout avec cette technique de le faire par image. Une autre question? Bonjour, je voulais vous féliciter aussi et vous demander, quand vous avez travaillé avec Netflix, combien de fois est-ce que vous les avez rencontrés après la signature du contrat et comment est-ce que vous avez travaillé avec eux? Netflix a été formidable. Ils nous ont vraiment soutenus avec Bloodline. Et l'émission telle que nous avons fait le pitch est basé, se situer dans les Keys de Floride. Il y a eu peu de production et on a compris pourquoi. C'est parce qu'il y a peu d'infrastructures et il n'y a pas vraiment de place pour tourner. Par contre, il n'y a pas de manque de moustiques et les alligators et d'autres trucs pas très agréables. Et Netflix nous a vraiment soutenus pour réaliser notre vision du film et ils étaient très ouverts à ce que nous explorions cet univers dans une émission qui essayait d'innover et nous permettant de développer les personnages et de trouver le ton qu'il fallait, prendre notre temps pour raconter notre histoire. Les autres films produits par Netflix et House of Cards, ça a été un grand succès, mais c'était basé sur quelque chose qui avait déjà été fait, et Orange is the New Black. Et donc, Bloodline, c'était la création totalement nouvelle d'une série pour eux. Ils ont compris qu'on essayait quelque chose. Est-ce qu'on ne pouvait pas garantir que ça fonctionnerait? Ce n'est pas possible. Mais ils nous ont soutenus dans le casting que nous aurions voulu et ils avaient beaucoup d'idées
Et donc, ils venaient voir ce qu'on faisait, ils ont fait des notes sur tout ce qu'on leur a soumis. C'était vraiment une très bonne expérience de travailler avec eux. Je me demandais ce qui vous paraît le plus difficile en tant que scénariste. Qu'est-ce que quelquefois vous ne savez plus quoi faire? Alors la bonne chose, si je ne sais plus où je vais, je passe à Daniel ou à mon frère. Je pense que le défi c'est l'écriture, mais aussi produire une émission, c'est comment gérer son temps et son énergie pour comprendre et rester ouvert. Nous travaillons avec de nombreux réalisateurs chaque saison. Le chef-op est également est là pour toute la saison, donc ça donne une continuité. Et en travaillant avec les acteurs, il est important dans l'écriture d'utiliser le scénario comme une sorte de base et on consulte d'autres auteurs, d'autres scénaristes. J'ai dit, j'ai mon idée, je crois que je comprends la vôtre. Je ne sais pas si je préfère mon idée simplement parce que c'est la mienne ou en fait je préfère la vôtre parce que je ne suis pas satisfait de ce que j'ai proposé. Mais le résultat de tout cela, c'est de rester ouvert et de pouvoir évaluer le degré d'influence des idées des autres, parce que souvent les gens peuvent m'influencer pour m'éloigner de mon idée de base et s'il faut 2 épisodes pour que je le comprenne, j'ai été peut-être fatiguée, ça me plaisait à l'époque et ou d'autres l'ont aimé et en fait je ne suis pas à l'aise. Et il faut d'abord pouvoir identifier ce sentiment et ne pas le perdre. Donc, il faut rester ouvert tout en conservant ce qu'on peut appeler l'inspiration et le travail de showrunner, de producteur, consiste à répondre à beaucoup de questions pendant la journée et comprendre que quelquefois et de comprendre que quand je me sens vraiment épuisé, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour rencontrer les autres. Alors il faut se connaître, il faut se préserver tout en restant ouvert parce que dans mon expérience, ce n'est pas un processus dictatorial. Il y a 2 choses qui ont été dites par d'autres. D'abord, quand on gère une série, c'est un peu comme un marathon et donc il faut le suivre en continu. Et un acteur qui a travaillé avec nous la première saison de Damage a dit, vous connaissez la vieille blague, un homme part pour traverser l'océan Atlantique sur un radeau qu'il a fait et un autre a commencé à écrire une série télévisée. On n'a plus entendu parler ni de l'un ni de l'autre et donc c'est un défi comparable. Alors, le fait, je sais, il faut toujours se rappeler qu'on est dans un domaine où on invente des trucs, on raconte des intrigues, on les invente et il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner, il n'y a aucun désir d'échouer, mais le potentiel d'échec, ce qui nous excite, parce que ça veut dire que nous visons quelque chose. Si on disait, ah oui, on peut le faire parce que ça a été fait dans une autre émission, nous pouvons le faire parce qu'on l'a déjà fait, il n'y a pas l'étincelle. Alors, sachant que ça peut échouer, c'est ce qui nous motive à poursuivre. On me dit que nous devons nous arrêter là. Nous pourrions parler encore très longtemps, mais je voudrais remercier Todd Kessler pour cet entretien passionnant.